Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux puisque pour la première fois depuis, je pense, sans doute le mois de septembre ou le mois d'octobre, nous avons vu des films en salle. Alléluia. Donc, nous vous parlerons aujourd'hui de films exclusivement qui sont sortis sur les toiles en Belgique. Alors, donc, Nomadland de Chloé Zhao. On parlera aussi de The Father de Florian Zeller, de Sons of Philadelphia de Jérémy Guez, et enfin de Slalom de Charlène Favier. Je suis pas vraiment entouré encore, nous sommes encore en décharné, en distanciel, mais mes amis sont là et nous nous apprêtons à nous retrouver bientôt. Julien Rombaud, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Olivier. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de retourner en salle, mon cher Julien ? Eh bien, du pur bonheur, évidemment. Non, mais ça fait plaisir, effectivement, de se retrouver enfin immergé par l'image et non pas de la voir dans une petite lucarne, comme dirait l'autre. Godard, il lui disait que tu baisses les yeux quand tu regardes la télévision. Tandis qu'au cinéma, tu les lèves. Alors, Manuel Haas, comment vas-tu ? As-tu aimé ton retour en salle ? Je vais très bien, j'adore tes imitations de Jean-Luc. C'est parce que vous n'avez pas entendu celle de Colin Farrell. Oh oui. Alors, Lucien, comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Ça va. Tu as aimé retourner en salle, Lucien ? J'avais triché, j'étais retourné en salle, j'avais été voir 4 films sur la même journée pour la réouverture un dimanche pour le Still Standing for Culture. Et donc voilà, j'avais eu un avant-goût il y a de ça quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. Très bien, en tout cas moi personnellement, si vous voulez savoir, ça m'a fait aussi beaucoup de bien de pouvoir en effet m'immerger et de me couper de toute cette putain de vie qui me fait trop chier et d'être enfin dans le noir, le film et moi. Alors, j'ai un petit jeu de questions en première partie à cette émission, donc on va lancer Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. 2, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des 2 mains? Alors, aujourd'hui, messieurs, je pense que, à part émission rétrospective destinée à Elephant Man, nous parlons pour la première fois d'un film avec le grand, l'immense, le génial, tous les superlatifs lui vont, Anthony Hopkins. Donc, l'homme qui a interprété 3 fois Hannibal Lecter dans un grand film de Jonathan Demme et dans 2 gros ratages de Ridley Scott et de Brett Ratner, qui vient d'obtenir un nouvel Oscar à 83 printemps. Donc, un petit hommage, même s'il est pas mort, mais bon, je me suis dit que fallait bien que je trouve un sujet, quoi. Alors, messieurs, le premier qui dit Nouri Bilge Ceylan a la parole. Alors, quel rôle ont en commun Anthony Hopkins, Peter Cushing et Hugh Jackman ? Nouri Bilge Ceylan. Oui. Le rôle de Van Helsing. Comment tu l'as squeezé, Manuel Haas. En effet, c'est... Mais bon, je donne quand même le point à Lucien Alflands, puisqu'il a dit Nouri Bilge Ceylan. Ok. Alors, vous le savez aussi sans doute, Anthony Hopkins est un grand spécialiste du grimage et du biopic. Alors cette fois-ci, vous avez le droit de jouer à 3, donc pas de réalisateur turc dans l'histoire. Vous me donnez les noms de 3 personnages célèbres ayant réellement existé qu'il a incarné. Nixon. Ça fait 1. Van Helsing. Non, des vrais personnages ayant existé, même dans l'Antiquité, pourquoi pas. Homer. Mais non, Homer
Homer, le mec qui écrit. Non, il a pas Homer joué. Simpson, Homer Simpson, dans un certain film d'Oliver Stone. Exactement, dans un film d'Oliver Stone, un autre film Ouais. d'Oliver Stone. Ah mais oui, Mais il joue le oui. tuteur d'Alexandre, mais... Oui, voilà, donc Ptolémée dans Alexandre, tout à fait d'Oliver Stone en 2004. Et ensuite, il a joué un peintre espagnol. Ah ben oui, Picasso, oui. Picasso dans un film de qui? J'ai vu ce truc-là en plus, mais je me souviens absolument pas. Qui Dans a un fait film ça de James Ivory en 96. Et sinon, il a fait aussi Alfred Hitchcock dans un très mauvais film mais de ouais. Sacha Ah, mais Gervasi oui. en J'ai 2013. vu ça aussi. Il a joué aussi Benoît XVI dans Les Deux Papes de Fernando Méries. Ok, alors, ensuite, à part les biopics, Anthony Hopkins est un grand spécialiste d'un autre truc. Des Un truc claquettes. qui est de penser au chèque. Donc, il a joué dans beaucoup de mauvais films. Et notamment, dans un film croquignolé de 97, Sir Anthony fait équipe avec Alec Baldwin pour échapper à une bande d'ours sanguinaires. Savez-vous dans quel film Oui, j'en ai parlé l'autre jour, à couteau tiré. Exactement, bravo Julien Rambaud, mais tu n'as pas de point puisque tu n'as pas dit Nourri Bill, je sais Nourri lent. Ceylan, à couteau tiré. Ok, bravo Julien, en effet, à couteau tiré de 97 de Lita Maori sur un scénario de David Mamet. Très bien, merci messieurs, nous allons maintenant parler de Nomadland, le film de Chloé Zhao. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I And know. they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. Let's just say I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart, I'll see you again. Nous parlons maintenant du film multi-récompensé de la saison dernière avec le Lion d'Or à Venise, des Golden Globes en cascade, des BAFTA et des Oscars qui viennent couronner le film, mais aussi son actrice-productrice Frances McDormand et sa scénariste, réalisatrice, monteuse Chloé Zhao pour sa réalisation pour le coup. Alors c'est un couronnement pour la réalisatrice, née à Pékin avant de partir étudier à Londres puis aux États-Unis, dont elle a maintenant acquis la nationalité. Nomadland, c'est son 3e long métrage, après Les Remarqués et les chansons que mes frères m'ont apprises en 2015 et The Rider en 2017. Ici, elle adapte le livre Nomadland Surviving America in the 21st Century de Jessica Bruder, un projet qui lui aurait été proposé directement par Frances McDormand elle-même. Alors, le pitch, c'est quoi? Fern, c'est une femme d'une 60aine d'années qui a vécu toute sa vie à Empire, une petite bourgade devenue ville fantôme depuis la fermeture de l'usine autour de laquelle elle s'était construite. Après la mort de son mari Beau, elle aménage un van et le film commence alors qu'elle se décide de partir sur la route, vivre de travaux saisonniers et de dormir dans son camion. Le film retrace son parcours durant un peu plus d'une année, au gré de ses rencontres avec quelques autres nouveaux nomades. On retrouve ici à la lumière Joshua James Richards qui avait œuvré sur les 2 précédents longs métrages de Chloé Zhao. Le film est aussi interprété par David Strathairn, mais aussi une flopée de second rôles incarnés par des comédiens non professionnels, attestant toujours de la filiation de ce film plus mainstream avec les films précédents de la réalisatrice. Chloé Zhao, qui a depuis réalisé une production Marvel, The Eternals, bientôt en salle, on vous en parlera pas ici. Alors, c'est Lucien qui va commencer sur le film de Chloé Zhao. C'est une très grande déception pour moi. Dans le sens où c'est le 2e film de Zhao que je vois et que j'avais adoré le premier, et tout le film je me suis demandé comment la réalisatrice de The Rider, qui était pour moi un film formidable qui emmenait la moindre de ses propositions jusqu'à un
un certain aboutissement, qui arrivait à mêler docu et fiction jusqu'à un trouble palpable, dont Zhao arrivait à mêler un regard extérieur et intérieur sur les États-Unis, sur ses tropes, ses clichés, ses paysages, son histoire. Voilà comment elle faisait intervenir tous ces personnages, certains qui refusent, d'autres qui s'accrochent à l'histoire de ce pays, et puis qui arrivaient à traiter de la dépossession de son propre corps, de ses propres capacités, de l'espace que l'on occupe, de ses terres. Le tout mêlant la petite histoire réelle de ces personnages dans la grande histoire pionnière du pays. Et comment est-ce qu'elle arrive à faire ce truc informe qui ne sait absolument pas ce qu'il a raconté, et qui en fait part de tous les mêmes postulats, c'est-à-dire que je comprends vraiment pas comment elle peut réussir enfin à mon sens en tout cas, réussir son premier film avec vraiment le même terreau, et puis se retrouver à faire ce truc qui était vraiment pour moi très très pénible, quoi. C'est limite problématique, je trouve, dans la manière, notamment dans toutes les premières séquences du film, elle évacue tout ce qui constituait une grande partie du travail de Jessica Bruder, où disparaît toute la notion de souffrance au travail, où les corps étaient heurtés, abîmés, dans des jobs le plus souvent quand même ingrats. Et cette séquence qui se déroule dans les entrepôts d'Amazon, elle est, à mon sens, assez éloquente de la manière dont Zhao évacue totalement son sujet. T'as l'impression limite d'être à Disneyland à un moment. C'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment mis extrêmement mal à l'aise, cette manière justement d'évacuer toute une partie du récit, et j'ai trouvé assez dégueulasse en fait cette idée de reprendre dans le film une grande partie des intervenants du bouquin pour leur faire jouer leur propre rôle à l'écran, tout en les dépossédant en fait d'une partie de leur histoire. Et au-delà de là, je trouve de cet aspect assez problématique. Si on raisonne juste en termes de cinéma, c'est le néant, quoi. Elle a une matière formidable dans ce livre et elle transforme l'or en plomb, quoi, si on veut filer la métaphore de l'Ouest américain. Il y a notamment tout ce qui tourne autour de cette cité ouvrière devenue ville fantôme, qui est évacuée en 2 cartons, qui est pourtant une très belle idée de cinéma, et elle en fait rien. Peut-être à part dans son final, mais à mon sens, qui est pas du tout convaincant. Et après, ça m'a rappelé un autre film sur lequel on avait eu un débat extrêmement houleux, et qui était lui aussi passé par Venise avant de terminer son parcours aux Oscars, qui était le Joker de Todd Phillips. Et pour moi, c'est de la même eau, c'est du cinéma Canada Dry, quoi. Ça se réfère à tout un pan du cinéma américain des années 70 et des années 70 pour complètement le dévitaliser, le vider de toute son essence, de toute âpreté, de toute sa substance, pour faire un truc assez informe, complètement lisse. Pour Todd Phillips, c'était Scorsese. Là, pour Zhao, c'est Cimino, mais c'est totalement factice, c'est totalement emprunté. Mais au-delà même du fait qu'elle choisisse d'évacuer tout le pendant politique de son récit, enfin, je veux dire, au-delà de ça, le simple quotidien de ces personnages aurait pu être intéressant, pour peu qu'il y ait un peu de brutalité, de véracité dans ce qui est montré. Mais le tout est d'une platitude absolue. Tout ce qui devrait être un obstacle est évacué en 30 secondes de scène. Elle a la chiasse, 2 secondes plus tard c'est réglé. Son ami va mourir, elle disparaît du récit, on s'en fout. Elle est employée chez Amazon, le boulot est routinier, ok, ça s'est montré, mais les collègues sont quand même vachement chouettes. Un pneu crève, on le change, elle se perd dans les roches, il y a un mec qui la retrouve dans la seconde qui suit. Enfin, il y a vraiment un truc. Oui, même au tout début, enfin voilà, ce truc sur Empire, comme tu le dis, c'est évacué en 2 cartons. Elle se débarrasse de tout ce qu'elle possède. C'est pas grave, elle en a pas besoin. Et même la situation qui l'amène dans cette situation n'existe pas. Et alors même que le film en plus joue presque en permanence de la mécanique du road movie, tailler la route pour mieux comprendre qui on est, en gros, et joue aussi tout le temps sur l'idée que le fait qu'elle prenne la route soit un choix ou non, elle en fait rien. Alors à la fin, on apprend que oui, concrètement, c'est pas vraiment un choix. Enfin, c'est dit clairement à l'image. Mais qu'est-ce que ça nous raconte sur le parcours de ce personnage, ou même de ces personnages? Ça raconte rien du tout. Et pour moi, c'est vraiment problématique. À un moment, on se retrouve vraiment juste comme en fait, à certains moments, ça m'a même rappelé Into the Wild dans la construction du récit, qui n'avance que par scénettes dans
dans un premier temps explicative sur les personnages, et puis chaque personne qu'elle croise sur la route a sa petite scène qui va verbaliser de toutes petites idées sur la liberté, sur le consumérisme, etc. Et puis voilà. Qui quoi, ne fait c'est que les vraiment, effleurer, quoi, en fait. Mais oui, c'est ça. Et en plus, Oui, n'oubliez pas que nous sommes 4, hein, messieurs. Julien. Non, mais c'est vrai ce que dit Lucien, que effectivement il y a un aspect qui semble fonctionner par petites vignettes et par petites touches comme ça, en essayant d'injecter dans un grand récit effectivement des petites paroles, des petits morceaux, des petites anthologies pratiquement qui viendraient faire œuvre. Et c'est vrai que malheureusement c'est pas vraiment le cas. Après, moi, j'avais rien lu ni entendu sur le film, et justement, les passages qui m'intéressaient le plus étaient ceux, justement, qui sont un peu pris sur le réel. Les passages qui m'intéressent, c'est effectivement cette amie Swanky, je crois qu'elle s'appelle, qui parle de sa vie, de ses meilleurs moments. C'est ce mec qui veut retourner chez lui pour être un bon grand-père alors qu'il était absent. Mais le problème du film, c'est que on sent que tout ça est englobé par de la fiction et par une envie d'y injecter par une actrice connue, etc. Quelque chose qui au final dénature complètement ce réel. Enfin, c'est-à-dire que je crois pas en ce mélange entre McDormand et ces personnes rencontrées, et ça fait un peu trucage plaqué, quoi. Ouais, moi je suis absolument d'accord avec ça, alors même que pour moi c'était vraiment une des forces de The Rider. Là, en fait, le côté documentaire est totalement évacué, on ne le voit même plus, et ce qui est intéressant en soi, hein, ce qui était le cas dans The Rider, sauf qu'elle arrivait, enfin dans The Rider c'était vraiment porteur d'émotions, et ici à part les trognes, je veux dire, de certains vrais nomades, ça n'apporte vraiment que très très peu aux scènes en tant que telles, quoi. Et moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi, Julien, quand tu dis que le réel, du moins la fiction efface le réel dans ce cas-là, parce que je trouve qu'en fait, de fiction, elle en fait pas grand-chose. C'est un film extrêmement décevant. Si ce n'était à la rigueur qu'une vision documentaire, je l'accepterais. Mais pour moi, justement, il y a une frilosité à embrasser quelque chose de plus grand qui justement réinvestirait cette enquête au sein de la fiction, et pour moi elle le fait de manière extrêmement scolaire, avec notamment le seul moment où un propos politique un minimum tenu, où est posée cette question-là de la crise des subprimes. C'est évacué en 2 coups de cuillère à peau, avec quelque chose qui est présent effectivement dans le bouquin, que ces nomades, effectivement, au-delà de leurs conditions sociales, se revoient comme effectivement des pionniers de ce on peut appeler l'âge d'or, même si c'est pas vraiment un âge d'or de l'Ouest américain. Mais le livre posait beaucoup plus cette dialectique sur à la fois ce renouveau, ce détachement vis-à-vis du bien mobilier, d'une certaine vision de l'économie américaine, mais n'évacuait pas aussi toute cette souffrance de ce modèle économique. Maintenant, on va laisser la parole à Olivier qui a adoré le film. Mais par rapport à ce que tu disais, Manu, il y a aussi un vrai problème de montage, je trouve, justement, dans ces scènes qui sont évacuées. Mais vas-y, Oli. Ouais, moi je suis assez frais sur le film, je l'ai vu cet après-midi, j'ai aucune détestation pour le film, j'ai aucun amour non plus particulier, je pense que vous en avez quand même bien parlé, je suis assez convaincu par ce que vous dites, je trouve ça très lisse, le côté vignette aussi, ça m'a un peu dérangé. Je trouve qu'il y a rien vraiment qui est approfondi, c'est petite scène après petite scène, il y a pas vraiment de propos, c'est même assez décevant sur certains côtés, parce que plusieurs fois vous en avez bien parlé, plusieurs fois on te fait le coup du ouais, reconnecte-toi à la nature, quand même nomade, c'est quand même chouette pour ça, machin. À un moment, Frances McDormand, il y a de nouveau ce côté vignette, ça va très vite, il y a 3 plans, elle marche dans la montagne, elle crie, puis elle se baigne toute nue, et puis après elle reprend un autre job, mais le côté Into the Wild, pour le coup, vraiment, au premier degré, tu le sens pas du tout, enfin, ça te marque pas du tout, cette espèce de connexion à la nature, c'est pas du tout vécu, c'est pas du tout assumé, c'est pas du tout traité, c'est pas du tout présent, investi par la réalisatrice dans son film, donc t'as vraiment l'impression d'un truc un peu plaqué, et tout est un peu comme ça, de temps en temps, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment chez la sœur, elle dit... Elle lui dit ouais, mais t'as un peu choisi cette vie, de toute façon c'est que c'est comme ça aussi pour toi, tu t'es un personnage qui s'échappe comme ça, mais tu l'as pas vraiment senti, c'est pas investi. Tu l'as pas vraiment senti, et pour moi en plus, vu que cette scène intervient juste après la scène où justement il a évoqué la crise des subprimes, c'est une manière d'évacuer ce problème social
à travers cette imagerie tout d'un coup de l'Ouest américain revisité et d'une certaine mythologie de l'Amérique. Et puis elle est très textuelle, cette scène. Oui, à fond. Enfin, je suis d'accord, Lucien, quand tu dis tous les problèmes sont réglés en 2 secondes, c'est vrai, mais le moment où elle se perd dans les rochers, elle se perd volontairement pour se faire retrouver par le mec. Enfin, je veux dire, c'est un peu un jeu amoureux. Hein. Bref. Mais qui est jamais travaillé, ça, tu vois, non, ce jeu c'est vrai, amoureux, c'est pas en fait. travaillé. Le problème, c'est que moi, cette scène-là, tout d'un coup, je vois vraiment, j'y crois pas, en fait, cette scène-là où elle se barre comme ça, puis fin de compte, elle est perdue, au bout de 30 secondes, elle est perdue, elle se retourne, etc. Je trouve cette scène totalement apprêtée, et pour le coup, quand je te parlais de problème de la manière dont la fiction et le réel se juxtaposent, c'est que pour moi, là, ça paraît extrêmement artificiel, mais parce que c'est très peu construit, en fait. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec ça. Mais je trouve que le film est porté par Frances McDormand, qui je trouve, une corporalité intéressante. Elle est un peu de moins en moins féminine, un peu une espèce de bloc comme ça. Je trouve que c'est une actrice qui est intéressante à regarder. Elle a pas grand chose à faire pour que je sois toujours un petit peu intéressé par la regarder, quoi. Moi, j'ai même eu, par rapport à David Strathairn, il m'a fallu un demi-film pour comprendre que c'était lui. Donc en général, c'est quand même un truc qui prouve une certaine qualité, pour un acteur d'arriver à se fondre comme ça dans le truc. Alors c'est peut-être parce que ça faisait longtemps que je l'avais plus vu et qu'il a vieilli, mais non, à mon avis, c'est surtout qu'il n'y a pas le point sur lui dans les premières scènes où il est là. Non, mais très sérieusement, j'ai eu la même chose. Même visuellement, en fait, le film, on sent que dans les scènes d'extérieur, dans les grands espaces, elle utilise un dispositif qui est assez semblable à celui de son précédent film, qui est très influencé par le travail récent de Malick. Qui est pour moi d'une toute autre radicalité, mais dès qu'elle est en intérieur ou dans des espaces plus exigus, elle ne sait absolument pas comment filmer ses personnages, et ça, entre autres, c'était quelque chose qui portait du propos pour moi dans The Rider, la manière dont elle filmait ses personnages dans ces différents espaces, dans ces petits containers comme dans ces grands dans ces grands espaces, et qui en disait long sur l'enfermement du personnage dans son propre corps blessé. Et là, c'est un truc dont elle ne sait absolument rien faire, quoi. On ne sent jamais ce truc-là. Julien, voilà, tu voulais intervenir ? Non, mais c'est vrai que c'est ce que dit Lucien est particulièrement flagrant, je trouve, dans les scènes de caravane ou quand elle dort dans son espace, où effectivement ça manque de point de vue. Non, je voulais dire que c'est décevant dans le sens où je trouve que dans les thèmes qui sont charriés, disons, qui sont amorcé, il y avait des choses vraiment intéressantes sur, on l'a dit au début, sur la fuite en avant, le besoin de fuir pour se reconstruire, le besoin d'accepter le deuil et la perte de l'être aimé, etc. Il y a quelque chose d'assez beau qui se met en place, et pourtant, on l'a dit, ça c'est toujours tué dans l'œuf, et c'est toujours ramené à une scénette ou l'autre sans vraiment qu'il y ait d'ampleur qui se déploie, quoi. Puis ça crée jamais d'émotion, et en fait on a l'impression qu'elle en est même consciente, et que c'est peut-être pour ça qu'elle fait appel à Ludovico Einaudi, qui semble c'est comme si elle lui avait demandé, à la musique, c'est comme si elle lui avait demandé d'étaler de l'émotion là où elle est totalement incapable d'en distiller. En fait, il y a vraiment un truc qui est problématique à ce niveau-là. Après, moi, les seuls moments qui m'ont un peu qui ont marché sur moi, ils sont paradoxaux. Il y en a, je vais prendre un exemple concret parce qu'il est parlant. Comme on l'a dit plus tôt, je pense que le discours politique du film est intégralement évacué en quelques cartons. Mais il y a un moment que j'ai trouvé à la fois d'une grande beauté et d'un grand cynisme. Parce qu'il résonne, hélas, comme un clin d'œil de la réal. C'est quand on montre le personnage de McDormand errer dans des endroits plus ou moins vides, et à un moment elle passe vraiment devant un cinéma représentant du fast américain, quoi, qui affiche Avengers. Et en fait, je trouve l'idée est très belle, et en même temps, putain, on sait qu'elle a signé plus ou moins en même temps pour réaliser le prochain Avengers. Elle aurait mis n'importe quel autre blockbuster, l'idée marchait, quoi. Il faut absolument qu'elle mette Avengers, ce qui casse quand même bien l'idée qui est très belle. Ce qui est aussi une des problématiques des références aussi qu'elle affiche implicitement dans le film. Il y a notamment une référence musicale à un moment qui est jouée en fond sonore lorsqu'elle travaille dans une chaîne de fast-food.
Et oui, avec le fils du personnage masculin vient le voir et on joue en fond sonore une musique qui est quand même une musique des frères Cohen qui est dans The Big Lebowski, et moi ça me dérange, je me dis mais qu'est-ce que fait cette musique-là à ce moment-là? T'es en train de me parler de quoi en fait? À sa décharge, pour là, c'est peut-être que, enfin, on n'en sait rien, on n'est pas américain, mais ça se trouve, c'est un hyper grand classique de la musique américaine, on n'en sait rien. Que ça soit un tube ou pas, cette musique est hyper connotée et rattachée à un film comme The Big Lebowski. Et tu as qui dans ton film? T'as Frances McDormand qui est la compagne de Joel Cohen. Donc, je veux dire, j'ai pensé la même chose que toi, Manu. T'as plein d'autres tubes sûrement américains que tu pourrais mettre à la place. Là, pour moi, il y a une sorte de petit clin d'œil cinéphile qui n'a pas trop sa place dans la proposition de cinéma qu'elle fait. Et moi, je reviens sur ce que je disais au tout début. J'ai un vrai souci dans cette idée de je vais approcher un type de cinéma, me rapprocher d'un cinéma de type réaliste, en tournant en décor réel, en prenant des acteurs qui n'en sont pas, et au final complètement expurger tout le vécu de ces personnages, en fait. Cette souffrance-là, elle l'évacue alors que ces personnages l'ont vécu. Et je trouve ça un petit peu, au minimum, problématique, et pour pas dire dégueulasse, en fait. Très bien, merci messieurs. Je vous propose d'arrêter là pour Nomadland, le film de Chloé Zhao, que vous aurez compris, nous n'avons globalement pas trop apprécié. C'est un peu Bienvenue chez les Ch'tis, mais en version américaine, quoi. On va enchaîner avec le film The Father de Florian Zeller. Dad, I'd like you to meet Laura. How do you do, sir? I say, you're gorgeous. Thank you. I must say he's charming. Yeah, not always. Laura has come round to help you. I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own. Everything all right? Who are you? Actually, it's me, Paul. Who? I live here. What is this nonsense? Anne? It's me. Ah, there she is. Your father seemed a bit confused. Something wrong? Where's Anne? Sorry? Anne, where is she? I'm here. What's the matter, Dad? Strange things going on around us. Don't worry. Everything will sort itself out. Saw it in his eyes, didn't know who I was. It was like I was a stranger to him. Just did something to me. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up. What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! This really is my flat. Dans la famille Oscar, je demande le père. En effet, autre champion académique de la saison, ce premier long métrage du romancier, dramaturge et scénariste français Florian Zeller, après plus de 15 ans de travail pour le théâtre, collectionne lui aussi les récompenses, obtenant notamment l'Oscar du meilleur acteur pour Sir Anthony Hopkins, et ceci 17 ans après celui obtenu pour Le Silence des agneaux. Un autre Oscar pour The Father a récompensé le travail de Florian Zeller pour son adaptation de sa propre pièce, à quatre mains avec Christopher Hampton, le grand scénariste anglais des Liaisons dangereuses 88, Mary Reilly en 96, les deux pour Stephen Frears, ou encore de Atonement pour Joe Wright en 2007. Le pitch est simple, on se retrouve dans la tête et dans l'appartement d'Anthony, 83 ans, apparemment atteint de certains troubles psychologiques dus à son âge avancé. Il est entouré de sa fille Anne et de son gendre Paul, qui ne savent plus trop comment s'accommoder de ce vieil homme rendu irascible et imprévisible par la perte de ses capacités. Alors, le film est également interprété par Olivia Colman, la meilleure chose qu'on avait vue dans The Favourite de Yorgos Lanthimos en 2018, et Rufus Sewell, bien longtemps après Dark City d'Alex Proyas en 98. À noter que Florian Zeller et Christopher Hampton se sont depuis attelés à l'adaptation d'une autre pièce de Florian Zeller, The Son, qui sera cette fois interprétée par Hugh Jackman et Laura Dern. Alors, c'est monsieur Julien Rombaud qui commence sur le film de Florian Zeller. Oui, tout à fait. Déjà, je ne sais pas si on parle effectivement d'Alzheimer ou de démence, mais je vais utiliser le terme sénilité ou démence. Mais bref, je comprends l'intention du film et la trouve bonne, louable ou n'importe quel adjectif qu'on peut y mettre, mais voilà, tenter de nous immerger dans la tête d'un homme qui est atteint de démence, de sénilité. Je trouve qu'il y arrive plus ou moins d'ailleurs, mais le problème pour moi, c'est qu'il y arrive par des biais qui ne sont pas les moyens du cinéma, mais plutôt de l'écriture, voire du théâtre, et que c'est jamais incarné, pour utiliser un mot, dans la mise en scène, c'est jamais incarné de façon cinématographique. Je trouve que
au niveau de l'écriture, il a la main vachement lourde et que ça tourne très vite au scénario de Petit Malin qui fait d'innombrables twists, qui fonctionnent au début, qui me surprennent et qui fonctionnent sur le film en lui-même, et puis qui deviennent répétitifs, d'autant qu'ils ne sont plus vraiment investis d'autres façons que ce soit, mais plutôt toujours de la même façon. Et au bout d'un moment, quand il pense voir apparaître quelqu'un et que c'est quelqu'un d'autre qui apparaît, par exemple, quand il se trompe de personne et quand il s'embrouille un peu la mémoire, et que ça fait la 5e ou la 6e fois que je le vois, et que finalement, en fait, ce sont des infirmiers qui se révèlent être, bon, je spoil un peu, mais des infirmiers qui se révèlent être dans la maison de repos, etc. Je trouve que ça devient vraiment symboliquement lourdingue. Et en fait, ce qui m'ennuie avec ce film, c'est que ce sont des idées d'écriture qui font un peu plouf, parce que c'est esthétiquement très pauvre et que je suis jamais perdu dans le film parce que les coutures sont très apparentes et que je vois surtout quelqu'un qui essaye à tout prix de nous perdre avec beaucoup d'applications, avec beaucoup de sérieux mais très peu de génie. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que bon, moi je me suis beaucoup posé la question sur pourquoi le film m'avait aussi peu touché et ne m'avait absolument pas amené là où il aurait dû m'amener. Et même si je trouve que le film repose sur une idée de narration assez intéressante, celle justement d'épouser par sa forme dramaturgique à la fois le chemin de pensée de son personnage, mais là où tu pointes quelque chose de juste, c'est qu'effectivement c'est quelque chose qui se retrouve principalement à l'écriture. C'est à mon sens assez révélateur que justement le film ne commence pas, comme le disait Olivier, sur le personnage d'Anthony Hopkins, mais il commence par 20 minutes autour de sa fille. Et c'est quand même tout un des problèmes du récit qui en fait ne fonctionne pas réellement à la première personne. Et il m'empêche en fait d'être ému par le parcours du personnage d'Anthony Hopkins parce que régulièrement en fait il est dans un registre beaucoup plus de thriller avec régulièrement des plans qui sont décorés de la vision de celle d'Anthony Hopkins pour créer une sorte de twist qui serait censé représenter cette vision du personnage de sa perte de repère, mais qui au final ne sont que des rouages d'écriture et sont assez peu portés par la mise en scène. Et c'est à mon sens un des gros soucis du film, c'est qu'il ne colle pas complètement au point de vue d'Anthony Hopkins. Et surtout que je trouve que ces twists je l'ai amorcé, mais fonctionnent vraiment sur la même mécanique et qu'il y a ni changement de point de vue, vu qu'on est tout le temps immergé dans la tête de ce type, ni changement de rythme. Alors on revit ad nauseam les mêmes choses et effectivement c'est l'idée de la maladie, je crois, de revivre ad nauseam et de plus savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, etc. Mais en faisant toujours la même petite recette finalement, en jouant effectivement avec ces codes un peu thriller, ça finit par lasser complètement. Et effectivement, j'ai jamais été ému par le film, jamais. Et justement, ces codes de thriller vont à l'encontre de l'émotion. Il y a cette séquence-là, notamment la séquence, sans trop la spoiler, mais qui est une séquence qui se rapporte à la mort d'un de ses êtres chers. Cette séquence-là, elle est juste plastique. Elle n'a aucun point de vue émotionnel. Elle est portée par rien d'autre que d'une sorte de rêverie fantastique et de point de vue formel, mais elle n'est pas du tout appuyée par une dimension émotionnelle, alors que, à mon sens, c'est quand même quelque chose qu'il essaye régulièrement de te pointer du doigt tout au long du récit. Mais bon, je crois que Olivier est en train de perdre la mémoire, donc il va peut-être nous dire, lui, si ce film-là colle bien à la représentation d'une personne sénile. Non, je vous écoute les gars, puisque c'est assez instructif ce que vous dites, parce que en effet, moi le film ne m'a absolument pas non plus passionné, donc voilà, on est très d'accord ce soir. Je m'a même un peu ennuyé, et à la fin du film, je me disais, comment ça se fait que j'avais pas ressenti, que je ne ressentais aucune émotion, et je suis encore un petit peu interrogatif. Moi, je pensais plutôt que c'était cette absence, au niveau narratif, cette absence de règles, ce floutage permanent, en fait. Enfin, tu l'as dit, Manu, ça commence un petit peu avec Olivia Colman, mais très vite, on se retrouve dans le point de vue d'Anthony Hopkins. Et en fait, c'est l'indécision, le floutage, l'absence de règles qui est élevée au rang de ressort narratif, je trouve. Et du coup, je rentre jamais dans le film parce que je sais jamais, comme tu l'as dit aussi, Julien, c'est assez mal, enfin tout est un peu tout le temps sur le même rythme comme ça. J'ai pas d'accroche avec le film, j'ai aucun moment où je peux vraiment me glisser dedans et me laisser aller au récit. Après,
là où je trouve que le film réussit un truc, c'est que avec l'évolution du décor notamment, il y a une espèce d'inquiétante étrangeté comme ça qui se développe tout au long du film, qui est en effet sur un espèce de registre un peu étrange, un peu sur le thriller, un peu sur... Enfin, c'est un film un peu entre plusieurs eaux comme ça, et qui du coup, même qui quelquefois peut laisser penser à Polanski, je trouve. Très très lointainement. Moi, j'y ai beaucoup pensé. Ouais, mais il y a donc du coup cette inquiétante étrangeté, disais-je, ça développe, ça a le mérite en tout cas de développer une certaine distance par rapport à un contenu, par rapport à un sujet qui pourrait être éminemment mélodramatique et très tire-larme, très pathos. Donc ça développe en tout ça a le mérite de déplacer un petit peu l'émotion sur un sujet qui est délicat à traiter, je pense. Voilà, Lucien. En fait, dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites, à la différence que moi, ça m'a plutôt, ça m'a plu. Le fait qu'il désamorce un peu en permanence son film, c'est quelque chose qui m'a tenu dedans, étonnamment. Ça a créé, pour moi, peut-être cette rupture de rythme qui vous a manqué à vous. Je suis pas du tout d'accord avec Julien quand il dit qu'il n'y a pas de différents points de vue, parce que pour moi, il y en a, et c'est là. Enfin, c'est même là que je trouve le film intéressant. C'est-à-dire que, en fait, quand le film commence, j'ai très rapidement la crainte liée, comme tu l'as dit, Julien, aux utilisations de codes théâtraux dans la mise en scène. Mais j'ai trouvé le texte parlé, le dialogue très juste dès le départ, et Hopkins assez formidable d'entrée de jeu. Moi aussi. Et puis assez rapidement, quand même, je trouve qu'on passe au-delà de ça, et il se passe quelque chose au niveau de la mise en scène qui se fait de plus en plus maligne, entre autres avec les changements de décor, et entre autres à travers son montage aussi. En fait, il arrive à jouer pour moi de ces codes-là, mais tout en mêlant théâtre et cinéma, pour faire mouvoir, je veux dire, cet appartement dédaléen, et pour nous perdre régulièrement dans ce labyrinthe mental sans jamais tomber dans une sorte de voyeurisme psychologique, je vais dire. Et je trouve qu'il utilise en fait des tropes tout droit sortis de chez Polanski. Moi, j'ai beaucoup pensé à Polanski et d'un certain cinéma d'épouvante comme ça, mais qu'il va systématiquement désamorcer dans la scène suivante, à travers une multiplicité de points de vue, à travers différents personnages, principalement sa fille, qui ancre à chaque fois à nouveau le récit dans une certaine réalité, dans quelque chose de plus concret, et surtout de probablement, à mon sens, moins putassier. Alors oui, ça casse un peu la mécanique du thriller, mais ça m'intéresse, ça crée quelque chose de plus, et surtout ça ne joue jamais vraiment avec les effets de la maladie, ce que j'aurais trouvé un peu, j'aurais pas aimé être pris là-dedans, en fait. Et le fait qu'il casse ça par des retours, je veux dire, à une certaine réalité à certains moments, moi ça a créé cette rupture qui me plaisait, et surtout ça a fait en sorte que le film ne me dérange pas, je veux dire, d'un point de vue intellectuel. Ouais, mais d'un point de vue sensitif, moi je trouve que ce systématisme me fait perdre beaucoup de points d'accroche avec le récit, qui fait que à la toute fin du film, quand le personnage d'Anthony Hopkins s'effondre dans les bras de l'infirmière, je vois Anthony Hopkins jouer. Je suis totalement à distance. Et c'est pour ça que je te disais à quel point je me suis interrogé sur pourquoi à ce moment-là je ne ressens rien. Et je trouve que justement cette multiplicité de points de vue, en fait, en plus elle est à géométrie variable, hein. Elle est principalement là au début, elle est moins là à la fin, avec le personnage de la fille qui disparaît assez progressivement au fil du récit. Et voilà, je pense qu'il y a quand même un problème de tenue à ce niveau-là. J'ai un vrai souci qui est pas du tout un souci de positionnement idéologique ou quoi que ce soit. C'est vraiment d'un point de vue émotionnel, le film ne m'atteint pas, quoi. Sur le côté émotionnel, je suis assez d'accord, même si le film m'a ému plusieurs fois, et je pense que par l'intelligence de son montage à certains moments, le montage qui lui aussi joue de ce côté pluriel, je vais dire, même si aussi rendu pluriel par la maladie qui elle-même brouille les pistes, peut potentiellement faire résonner ça dans des intimités différentes, dans des choses différentes, chez des gens différents, pour des raisons différentes. Et moi, je sais qu'il y a des moments, il y a des scènes qui n'ont pas marché sur moi d'un point de vue émotionnel, et d'autres beaucoup, parce que j'ai retrouvé quelque chose qui m'était intime.
Et ça, ce n'est rendu possible que par ces changements de point de vue-là. S'il restait dans la mécanique thriller ou dans la mécanique mélodramatique, entre guillemets, je sais pas si le film aurait plus plu. Alors il aurait peut-être été plus envoûtant, entre guillemets, mais je sais pas s'il aurait été plus réussi, quoi. Ouais, du coup, j'avais des choses à dire ou à opposer, mais on est parti beaucoup plus loin, enfin, et vraiment ailleurs. Du coup, je vais revenir sur autre chose. Mais par exemple, ce désamorçage constant fait que c'est pour ça que ce qui a plu à Lucien fait que je ne rentre jamais complètement dans l'histoire de ce gars. Enfin, en tout cas, émotionnellement c'est pas constant impliqué. non plus. Non, le fait, pour moi, il le fait juste assez régulièrement que pour pouvoir en jouer sans que ce soit ridicule, quoi. En fait, le seul endroit où je suis un peu en empathie avec lui, c'est quand il y a une espèce de, enfin, il y a pas une espèce, c'est quand il y a de la violence physique à un moment donné dans le film qui s'abat sur lui, où là, forcément, ça me sort un petit peu de ce rythme lancinant qui est parfois dans le film. Mais par exemple, les derniers plans dont vous avez parlé, je trouve qu'ils fonctionnent pas du tout. Et pour deux raisons, c'est que il est désamorcé totalement parce que, en fait, le fait qu'il redevienne un petit peu symboliquement le petit enfant qui pleure dans les bras de sa mère, on l'a vu 20 minutes plus tôt, juste après s'être fait frapper justement par cette personne, il commence à pleurer dans le fauteuil, et puis il refait la même chose 20 minutes plus tard pour le dernier plan. Ouais, mais avec un autre point de vue. Oui, un autre point de vue, mais qui est en plus un plan qui est vu et revu de partir de son visage pour aller filmer les arbres, l'espoir, la nouveauté. Et je me dis, putain, après tout ce qu'on vient de voir, c'est là que je trouve que l'émotion ne peut pas naître parce que là aussi, c'est quelque chose qui s'applique depuis le début du film pour arriver là-dessus et qui, au final, fait plouf. Ces plans-là, moi, par exemple, font partie des plans qui m'ont ému. Les plans où il regarde par la fenêtre. Quand lui regarde par la fenêtre. Oui, pardon, tu parlais pas de ça. Moi, je parlais du dernier plan où on part de son visage pour aller vers la fenêtre, qui est une fin qu'on voit dans 2 tiers des films parfois. Enfin. Oui. Après, quand Eastwood fait pareil, après il l'intègre de manière différente, mais Eastwood a tendance à filmer typiquement même genre de plan. C'est pas un truc qu'on lui reproche. Mais par exemple, moi, les plans où Hopkins regarde par la fenêtre, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Ça revient 3 ou 4 fois dans le film, et à chaque fois, ça m'accrochait parce que simplement ça fait résonner quelque chose en moi qui, je sais pas, on a tous déjà vu des petits vieux qui regardent à la fenêtre comme ça en se disant mais c'est quoi leur vie, quoi, tu vois. Et ben là, tu vois, enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait à ce niveau-là, et de montrer cet ailleurs qui n'existe presque plus pour lui, en fait, tu vois. Et pour moi, c'est quelque chose qui fonctionnait assez bien. Et puis dans la même idée, ces moments où en fait Hopkins est seul face à lui-même et face à la caméra, on sent un réel plaisir de filmer le génie d'Hopkins à l'œuvre. Et je trouve que rien que pour ça, le film, par certains moments, vaut le détour. Il y a des moments lorsqu'il est à l'écran où on sent vraiment que chaque mouvement de caméra est étudié pour le magnifier, où chaque soubresaut de la caméra, en fait, suit les pérégrinations sentimentales du personnage et de l'acteur même. Je trouve que ça, c'est des choses qui sont intéressantes, même si c'est pas révolutionnaire non plus. À mon sens, c'est trop, et c'est justement, effectivement, c'est cet effet de reposer sur le génie d'Hopkins qui m'a parfois gêné, dans le sens où je vais peut-être vous faire bondir, mais je l'ai pas trouvé si incroyable que ça, parce que je trouve qu'il manque de souplesse enfin, évidemment, qui suis-je pour dire ça, mais il manque de souplesse dans son jeu par rapport à ce qu'on a pu le voir faire, et que je trouve que ça tourne parfois un peu aux formules néophiennes, au One Old Man Show, tu vois. Il y a la scène des claquettes, etc., où il sort tout son attirail, enfin, il y a un moment donné où je me dis, ok, c'est bon. Mais c'est parce que le personnage se met en scène. Ça, c'est vraiment l'exemple typique du personnage qui se met en scène devant la jeune femme. Ça a une logique narrative, quoi. Oui, c'est une logique narrative, mais c'est parce que oui, en effet, j'ai ressenti ça aussi. C'est cette mécanique dont je parlais qui va être tout le temps entre séduction, envie, et puis finalement déception, que ce ne soit pas elle, déception que ce soit quelqu'un d'autre. Et c'est une mécanique qui tourne un peu à vide. Mais bon, après, le film est pas désagréable non plus, hein. Et il y a à mon sens aussi des manières à des moments de forcer un peu l'empathie sur le personnage, notamment avec toutes ces confrontations avec le personnage du mari, qui moi me pose problème, qui est un personnage, je trouve, assez désagréable, assez mal construit, assez unilatéral, et en plus qui est utilisé quasiment que dans une optique de thriller et de suspense, et qui pose quand même problème parce que il revient régulièrement sur le même registre. En plus, je pense que c'est pas innocent sa première apparition, il soit sous les traits de Mark Gatiss, qui est le co-scénariste de la série Sherlock et acteur sur la BBC, qui charrie un certain background, et aussi le personnage de Rufus Sewell d'une certaine manière.
Donc tu as oublié de citer un des faits de gloire, Olivier, qui était Vignan de Fabrice Duels. Mais c'est vrai. Ou The Holiday de Nancy Bayer, mais bon, ça c'est encore autre chose. mais voilà, moi j'ai vraiment un souci sur cette construction un petit peu du personnage, ce personnage un peu repoussoir du mari. Très bien, merci messieurs. On a été assez long sur The Father. Je propose qu'on arrête là et on passe à tout à fait une autre cam, Sons of Philadelphia, le film de Jérémy Guez. Jerry told me you're working for Michael now. You know what we do. I always thought that you were different than your cousin. Who did this? God knows, man. You don't give them what they want, you know what's gonna happen. You have to be on my side. You're my brother. What are you gonna do? Tetons have been around for like, what, 100 years? Are you gonna end it? Is there any way to forget about all this? No. Are you just another stupid Irish fuck? You act like you're ashamed we're cousins. Who do you think set up your father? You got no clue? Get off of me! D'abord auteur de romans policiers, Jérémy Guez est ensuite devenu scénariste, travaillant notamment avec Jalil Lesper sur Yves Saint-Laurent en 2014, puis Iris en 2016. Il se lance dans la réalisation en 2018 avec Bluebird, déjà un polar coproduit entre la France et la Belgique. Le film qui nous intéresse aujourd'hui, Sons of Philadelphia, rajoute à l'équation coproductive les États-Unis et les Pays-Bas. Et Jérémy Guez, donc, en signe à la fois le scénario et la réalisation. Interprété par Mathias Schoenaerts, mais aussi le Suédois Joel Kinnaman et le rescapé des 90s Ryan Phillippe, et oui, celui de Souviens-toi l'été dernier, ou encore de Sex Intentions. Sons of Philadelphia retrace les parcours de deux frères très différents dans le milieu du crime organisé de Philadelphie, et je n'en sais pas plus parce que, malheureusement, au rythme où vont les sorties et les films font un petit tour et puis s'en vont, je n'ai pas eu le temps de voir le film, mais Manu et Lucien l'ont vu pour nous. Julien ne l'a pas vu non plus, donc ce sera une version débat à deux. Messieurs, allez-y. Manuel, tu commences. Eh bien, déjà, t'aurais été assez inspiré de troquer ton Zao contre ton Guez, mon cher Oli, parce que, à mon sens, on est déjà dans un tout autre geste de cinéma, beaucoup moins poseur, mais beaucoup plus viscéral. On avait déjà parlé en tout début d'année de son premier film, Bluebird, qui personnellement a été un de mes petits coups de cœur de l'année dernière, et je trouve que justement on retrouve ici toutes les qualités qu'on a pu retrouver dans son précédent film, tant que ce soit dans la peinture de ses personnages que dans la compréhension intime vraiment qu'il a des codes et des archétypes du cinéma de genre. À ce niveau, on est beaucoup plus dans un film qui se repose sur ses personnages plus que réellement sur son intrigue à proprement parler, ce qui était déjà le cas dans Bluebird. C'est plus un film noir que véritablement un film de gangster tel qu'on peut l'imaginer au travers notamment de tout simplement de sa bande-annonce. C'est un film beaucoup plus porté sur une étude de caractère que sur l'action à proprement parler. Il doit y avoir juste deux scènes d'action, 2 échanges de coups de feu qui sont filmés en plus sans emphase, de manière extrêmement sèche et directe, même si, et ça on va en parler peut-être par la suite, dans la manière dont il travaille ces 2 scènes-là par le montage, dans la manière où il les relie à une certaine intimité de ces personnages-là, par un jeu de contraste, justement, ça donne un caractère presque spectaculaire à ces 2 scènes-là, mais bon, on y reviendra peut-être par la suite. Et c'est aussi, tout simplement, à mon sens, un des meilleurs rôles de Schoenaerts. Il y a une manière très juste et extrêmement juste d'opposer son caractère extrêmement imposant à cette fragilité qu'on peut déceler, que ce soit dans son regard, qui est quelque chose d'assez récurrent dans sa filmo, mais qui repose toujours sur un équilibre, à mon sens, assez fragile et qui est pas toujours très bien dosé dans tous les films où il apparaît. Je pense notamment à tout ce qui touche à sa veine polar, que ce soit chez Roskam avec Bullhead, Quand vient la nuit, l'adaptation de Denis Lehen, ou même le fidèle qu'on avait chroniqué ici,
ou par exemple dans Frère ennemi de David Olofen. Là, c'est vraiment un film qui travaille justement de manière très graduelle cette dualité du personnage, de ce boxeur qui est hyper imposant, mais qui ne cesse d'encaisser les coups, de fermer sa gueule jusqu'au point de rupture auquel t'amène le film, et qui résonne justement avec cette pulsion qui est à la fois une pulsion de vie et de mort qu'a le personnage dès la scène d'introduction du film. Et donc dans cette veine polar, je pense que Lucien va pas tarder à dresser des points de comparaison avec Little Odessa de James Gray et le cinéma de James Gray en général, première période, dans cette idée de polar justement minimaliste, tragique, centré autour d'un quartier, d'une famille. Bon, mais force est de dire quand même que je préfère largement ce film que lorsque Schoonart se retrouve à boxer sur les mots de James Gray devant la caméra de Guillaume Canet. Le coup bas pour terminer. Non, ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Manu. Ça fait plaisir en fait de voir un film de genre qui a cette ambition-là et qui en fait est une ambition un peu d'aller dans le mou, quoi. Enfin, un film de genre qui accepte de rester sur l'intimité de ses personnages. Voilà, parce que en fait, je ne savais absolument rien du film et je dois dire que je m'attendais à quelque chose de plus musclé et j'étais content de voir ça, en fait, parce qu'il y a un côté un peu imprévisible, en tout cas dans ce type de cinéma aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on pouvait retrouver plus régulièrement dans le cinéma américain des années 70, etc., mais beaucoup moins aujourd'hui. Et voilà, très, très content de voir ça. Sinon, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Manu. Je serais peut-être un tout petit peu moins enthousiaste, dans le sens où on sent que le mec a bouffé les films qui nous aussi nous ont construits, donc fatalement il a toutes les références je parlais à la première personne, mais qui moi me parlent dès le départ. Mais fatalement, ça crée des comparaisons et je pense qu'il tient pas la comparaison avec certains très grands films qui pourraient s'en rapprocher. Et l'autre petit bémol que j'ajouterais, mais il est vraiment mineur parce que le film fonctionne quand même là-dessus, c'est on sent peut-être un côté un peu schématique à certains moments principalement dans la présentation de ces personnages. Ça s'atténue au fil du film parce qu'il prend le temps de les creuser, mais dans un premier temps, je pense que c'est peut-être lié à la forme littéraire initiale qui a souvent plus de temps pour développer ces personnages, parce qu'ici il y a eu une scène de présentation par perso et il bouge assez peu dans un premier temps en tout cas. Alors ça en fait des entités qui sont directement fascinantes mais peut-être un peu prévisibles. Après voilà, je suis quand même très content d'avoir vu ce film et surtout de l'avoir vu en salle, parce que c'est aussi le genre de film qui peuvent tendance justement par leur côté presque anti-spectaculaire à passer un peu à la trappe, à mon avis, alors que l'intimité de ces personnages vaut le grand écran. Oui, tout à fait. C'est vraiment un film qui, par mon sens, prend tout son sens justement sur un grand écran, notamment dans sa manière de resserrer son cadre sur une échelle très intime. C'est peut-être justement un film qui peut prendre d'une certaine manière à rebrousse-poil les spectateurs vis-à-vis de certaines attentes spectaculaires actuelles qu'on a à propos de ce que représente ce cinéma-là aujourd'hui. Ouais. C'est peut-être un film qui justement cadre peut-être plus trop à l'époque dans laquelle on est, mais moi, d'un pur point de vue de cinéphile et de spectateur, je trouve ça extrêmement réjouissant. C'est parce que justement, il y a une manière de réinvestir le genre et de l'interroger. Et justement, on n'est plus du tout dans un cinéma programmatique, on peut le voir actuellement. Il y a vraiment tout qui est là pour susciter ma curiosité. Et je vois vraiment un cinéaste qui se rapproprie un terrain de jeu pour y apposer son regard, son point de vue. Et c'est justement quelque chose qui me donne justement la patate à l'heure de revenir en salle et de retourner en salle. Et après, il y a aussi un aspect très révélateur de mon sens de la réussite du film, qui est justement le problème que je peux avoir dans un film notre film de la section qui est The Phaser. C'est de la manière dont le film justement ne tenait pas totalement son point de vue tout du long et m'empêchait justement d'accéder à une certaine forme d'émotion. Là, le film est entièrement réalisé autour du point de vue de son personnage, du personnage de Matthias Schoonart, qui est vraiment de tous les plans, de toutes les séquences. C'est vraiment un parti de prise mise en scène qui se révèle extrêmement payant, parce que justement ça participe de la montée en tension du film et de son crescendo émotionnel. Et là, j'en reviens aux deux scènes d'action dont je parlais auparavant, et la manière dont il les fait résonner avec l'intimité du personnage principal, justement par un jeu de montage entre le love interest du film et ce personnage interprété par Schoonart, et cette scène d'action à proprement parler, cette manière de présenter ces scènes d'action sur un prisme tout sauf spectaculaire, offre justement un caractère presque lyrique à ces deux scènes, parce qu'elles sont entièrement portées sur le ressenti du personnage principal. Et tout ça en plus c'est fait à l'économie. Le budget du film doit pas être énorme, il doit tourner je pense autour des 4-5 millions de dollars, peut-être pas plus, peut-être même moins, et ce qui est
très peu pour ce type de film-là, mais justement, c'est quelque chose que je ressens jamais à l'écran parce qu'il y a tout est porté par un choix de mise en scène dont on a parlé auparavant, qui décide de la conduite du récit, une forme d'économie un peu de la contrainte, et dont t'as vraiment l'impression que le film sort grandit, ce qui est très rarement le cas habituellement. Et après, il y a quelque chose que justement j'avais pu aussi noter dans Bluebird, c'est qu'avant d'être un film de deux scénaristes, c'est vraiment un film de metteurs en scène, avec des parties extrêmement précis, que ce soit dans la scénographie de ces scènes, la manière de les bloquer, le placement des comédiens dans le cadre, la manière de découper l'action, et aussi la manière de jouer certaines scènes en miroir d'autres pour leur donner justement tout leur sens. Je pense par exemple justement au dernier coup d'éclat du film avec cette idée de montage alterné dont on a parlé, entre une scène de discussion entre Schoonart et sa compagne et la fusillade qui va éclater, et juste par le placement des comédiens dans le cadre qui fait justement écho à une scène précédente du film, ça suffit à te faire ressentir le point de bascule du personnage de Schoonart. Et déjà rien que pour ce genre de petits détails qui n'en sont pas, il faut vraiment, à mon sens, découvrir Son of Philadelphia et continuer à suivre la carrière de Guest. Voilà, pour moi, j'étais particulièrement content de retourner en salle pour voir ça. Et c'est un sentiment et quelque chose que j'ai pas forcément retrouvé dans les autres films de la sélection de ce soir, même si bon, j'ai pas vu pour le coup cela. Et tout ça à travers une certaine simplicité dans sa mise en place, ce qui est quand même, j'ai l'impression aussi de plus tu viens de bien en parler, Manu, mais ce qui est de plus en plus rare, j'ai l'impression au cinéma actuellement, et particulièrement dans ce genre de film. Et ça m'a même poussé, mais tu l'as évoqué brièvement, c'est... En fait, on voit tellement de films qui ont des budgets faramineux et dont on voit pas l'argent à l'écran. Et là, c'est un film fauché, mais dont on ne voit jamais qu'il est fauché. Et ça en dit long sur le talent de mise en scène de l'équipe. Oui, et puis je pense que le seul endroit où on voit que, effectivement, les limites budgétaires du film, c'est dans l'aspect où il a assez peu tourné, je pense au State littéralement, et je pense à la dimension justement de quartier anthropologique du film, elle est beaucoup plus esquissée qu'elle n'est présente, quoi. Il y a quand même des moments où on la sent. Oui, mais il y a une. En fait, il y a des vrais moments où ça m'a fait penser à, pas dans le cinéma en tant que tel, mais ça m'a fait penser à l'économie que pouvait avoir Tourneur sur certains de ses films, tu vois, à vraiment utiliser beaucoup le hors-champ, etc. Mais ça marche très très bien. Tu le vois, la manière dont sont construits ces settings entre les personnages, c'est plus du tout un truc que tu vois actuellement. Et pourtant, c'est une force de la mise en scène classique américaine, la manière dont sont orientés les personnages, de jouer quelquefois le côté très statique d'une conversation, et c'est ultra payant. Ouais, c'est particulièrement parlant, je trouve, dans la scène d'euthanasie du cheval. Ouais, moi je trouve aussi la scène de confrontation avec la fille. Ouais, aussi, dans l'appartement clos, comme ça, où le moment où justement elle le traite de lâche, et qui est ce setting qui reprend à la toute fin du film, dans la séquence finale. Merci messieurs. Manu, tu n'as pas vu le dernier film du programme, donc nous n'allons plus t'entendre pendant quelques instants. Mais tu peux nous poser des questions sur le débat fascinant que nous aurons à propos de Slalom, le film de Charlène Favier, dont on parle tout de suite. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne va te faire de cadeaux ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Hop. Tu donnes tout, là? Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Tu vois le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec plus c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein? Bon alors, comment ça se passe l'entraînement? C'est la chouchoute, alors bon. Qu'est-ce que tu fais? Si c'était Fred, tu dirais quoi? Tu vois pas qu'il nous regarde? T'as parlé à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de quoi je parle?
Labellisé Cannes 2020, Slalom est le premier long métrage de Charlène Favier. Autrice de courts-métrages, de documentaires, photographe, artiste, productrice, Charlène Favier se tourne vers le cinéma après des études de théâtre. Son précédent court-métrage Odolgari, en 2017, mettait déjà en scène la jeune actrice Noé Habitat, qu'on retrouve donc dans le rôle principal de Slalom et qui interprétait aussi le rôle titre d'Ava de Léa Misius, la même année que ce court-métrage, donc en 2017. Alors, le pitch, c'est quoi? Slalom, ça raconte l'histoire de la jeune Lise Lopez qui intègre la section ski-études d'un lycée de Bourg-Saint-Maurice dans les Alpes françaises. Elle s'y lie vite d'amitié avec la jeune Lilou, rencontre Max le beau gosse, mais surtout fait la connaissance de Fred, son entraîneur, qui après quelques primades va s'intéresser à Lise de plus en plus près à mesure que la très jeune et très motivée jeune fille démontre un talent de skieuse de plus en plus prometteur. Vous avez entendu, j'ai dit très jeune et très motivée jeune fille, donc ça veut dire qu'elle est vraiment très jeune. Et très motivée. Le scénario serait inspiré de la propre expérience de Charlène Favier, skieuse de compétition jusqu'à ses 15 ans. Fred, donc l'entraîneur, lui, est interprété par Jérémy Régnier. Et la photographie est signée de Yann Marito, qui avait déjà signé l'image des cours de Charlène Favier et a obtenu un prix, le prix de la meilleure photographie, n'est-ce pas, dans notre cher festival de Namur. Alors, c'est moi qui commence sur le film. Alors, c'est assez compliqué. Enfin non, c'est pas si compliqué que ça. Bon, bref, je trouve que le film se casse la gueule, enfin commence à un peu se casser la gueule, pour un film sur le ski, à partir plus ou moins de la moitié. Mais bon, en gros, la première moitié, je trouve que les enjeux sont assez bien posés. Comme on ne dévie jamais du regard de cette jeune fille qui est interprétée par une actrice, je trouve assez charismatique. Du coup, je suis bien dans les motivations de cette jeune fille, en fait, voilà, de s'accrocher, de devenir skieuse, etc. Je trouve que les enjeux sont assez bien posés, les personnages sont assez bien posés. C'est assez prometteur, je trouve, dans la première moitié, même si des fois c'est super lourd, notamment tout ce qui concerne le rapport entre la fille et sa mère, alors que c'est hyper clé dans le récit, c'est posé de manière super lourde au début, mais bon, bref, je m'en fous, je suis dans le film, ça va, j'achète, quoi. Et puis, alors, au milieu du film, il y a une scène pivot qui se passe dans une camionnette où l'emprise, enfin voilà, je l'ai dit à demi-mot, mais bon, il y a une emprise psychologique, voire plus, sur cette jeune fille. Et à partir de ce moment-là, je trouve que... voire plus, carrément. Ouais, enfin bon, je veux pas trop spoiler non plus, mon cher Lucien. Je trouve... Ouais, c'est difficile de faire autrement. Je crois qu'il faut le dire, ouais, je crois qu'il faut le dire aussi. Non, bref. Je trouve qu'à ce moment-là, le film se casse plus ou moins assez vite la gueule. C'est-à-dire que la fille devient un peu paumée, mais le spectateur aussi, émotionnellement et narrativement par rapport à ce qui se passe, devient un peu paumé. On a du mal justement à suivre les enjeux dramatiques sur la suite du film, et justement l'enjeu de cette compétitivité, tout ce qui sont les enjeux qui nourrissaient assez bien la première partie du récit, se casse progressivement la gueule, ce qui fait qu'on se désintéresse finalement un peu, je trouve, du personnage. C'est assez dommage. Et alors, je trouve que le film, à la fin, alors que narrativement, ce qui se passe est très intéressant au niveau du parcours du personnage. Enfin, la mise en scène recourt à une espèce d'allégorie, une métaphore sur la dernière séquence que je trouve mais pas inspirée, mais du tout. Et qui dramatiquement, émotionnellement tombe vraiment à plat, et c'est assez frustrant, c'est assez dommage. C'est quelque chose qu'elle fait depuis le début, hein, l'allégorie, depuis le début du film, l'allégorie entre le sport et l'impact des personnes extérieures sur le corps de cette jeune femme, ou la découverte du corps d'un point de vue sportif et sexuel, les courses de ski qui sont comme même le titre en tant que tel est une allégorie. Donc ouais, d'accord, non mais là c'est vraiment elle le tient tout au long du film, ouais. Mais c'est vrai que à la fin ça devient un peu lourdin. Ouais, mais la mise en scène de la fin, enfin à la scène finale, c'est vraiment on est complètement hors du réel pour être purement dans un truc complètement symbolique, quoi. C'est un clin d'œil au spectateur, ouais. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur la fin et sur cette séquence qui fonctionne pas. Par contre, ça va être un débat rigolo. Je trouve précisément l'inverse, Olivier, en fait. Et oui. Mais ça, c'est ton côté gros dégueulasse. Non, bah justement. Parlons-en. Je trouve que le début, effectivement, il est clair, mais il est
pour moi très clair dès le début, avec des enjeux très clairs dès le début, avec un programme un peu schématique qui est compris en 3 plans, en 3 premiers plans, avec ce professeur tellement exigeant, méchant, et elle, cette élève talentueuse, prête à tout. Et je trouve que tous les points de passage obligés, toutes les balises, je sais pas comment on appelle en ski, je voulais faire une métaphore mais j'y arrive pas. Toutes les portes sont franchies et cochées avec soulignage, etc. Après, au moins ça a le mérite d'être clair, c'est vrai. Mais je trouve justement que les 2 scènes d'abus, parce que je vais le dire, monsieur, d'abus, sont assez malaisantes. On n'est pas dans The Nightingale, mais enfin tout de même, il y a beaucoup de plans sur son visage paumé, sur le visage de la fille paumé, sur comment elle vit cette. Elles sont malaisantes parce qu'elles sont troubles. On ne sait jamais ce qui se passe ni dans la tête du prof, ni dans la tête de l'élève. Et c'est un truc qui est assez, pour le coup, je trouve assez bien tenu. Pardon, je te coupe, mais c'est parce que ça rejoint vraiment ce que tu dis. C'est un truc qui se tient assez bien dans le film, c'est qu'il y a un trouble qui n'est jamais vraiment expliqué et qui n'est jamais manichéen non plus. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Il n'est pas expliqué, mais on a pu comprendre quand même qu'elle était dans une certaine mesure attirée par ce gars qui représente évidemment tout ce qu'elle a envie d'être, enfin en tout cas dans ce qu'il représente, dans ce qu'il est, dans sa façon de. Donc c'est vrai que le trouble et le paradoxe qu'elle a d'être à la fois paumée d'enfant qui est en train de se fissurer, qui est en train de perdre son adolescence, et tout à la fois est-ce que je dois aimer, est-ce que j'aime ce qui se passe, voilà, je trouve que c'est assez intéressant et que ça met effectivement une espèce de voile après sur le film. Et je te comprends, Olivier, t'as raison de dire que ensuite c'est beaucoup plus diffus et beaucoup plus, elle est complètement paumée. Et oui, les enjeux sont moins clairs et ce qui est raconté moins clair. Mais moi, c'est ce sentiment justement de perdition, de ne plus s'appartenir, de plus savoir qui elle est, qui m'a intéressé, justement. Après, je crois que finalement, on dit un peu la même chose, si ce n'est qu'on l'a ressenti de différentes façons. Ouais, mais là où c'est intéressant ce que tu dis, moi je me suis dit aussi, ouais, mais c'est logique que je sois paumé dans la deuxième partie, puisque le personnage est paumé aussi. Mais après, le problème, c'est que du coup, moi, mon intérêt pour le film et mon implication émotionnelle, elle est vraiment, enfin, elle se détache progressivement, et ça, je trouve ça assez con. Après, vous dites que le film est, enfin, il y a un trouble. En effet, chez elle, il y a un trouble qui peut être intéressant, mais je trouve que, mis à part un peu dans le jeu de Noé Habitat, c'est pas traité. Chez Jérémy Régnier, excusez-moi, mais c'est juste un gros con. Enfin, c'est parce que Noé Habitat est une meilleure actrice que Jérémy Régnier n'est un bon acteur, si. Non, je trouve que Jérémy Régnier est pas mal casté dans le côté physique. Je trouve que, comme justement, il est plutôt beau gosse, machin. Je trouve que, après, son phrasé, la manière de balancer ses répliques, c'est autre chose, mais je trouve que au niveau physique, c'est pas mal ce qu'il fait. Parce que je trouve même que, en fait, l'esthétisation de certaines de ces scènes de semi-manipulation, on va dire, ces scènes qui ne sont jamais claires sur ce qu'elles dégagent, en fait. Rien que ce côté-là, pour moi, amène un propos sur ces instants-là. Ça ne tient pas que sur le jeu des acteurs, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que finalement ça fonctionne surtout par le regard de l'actrice, et que le personnage de Jérémy Régnier forcément est plus compliqué à aimer, à accrocher, et que cette actrice qui se passe parfois de verbes et de mots, je trouve qu'elle a une intériorité très forte, qu'elle dégage quelque chose de très fort et qu'elle est très expressive avec ce qu'elle dégage, ce qu'elle ressent, sans en faire des tonnes. Elle est très sobre, et j'ai trouvé très intéressant. J'ai très envie de la revoir dans d'autres films. Elle était déjà super enfin, moi je l'ai trouvé déjà super dans Ava de Léa Mysius. Et dans ce film-ci, encore heureux qu'elle soit très bien, parce qu'en fait, comme tu dis, tout passe par le prisme de cette actrice, mais même de ce personnage, et c'est à la fois la qualité du film, parce qu'on l'a dit, c'est à travers elle que se passent les meilleures choses du film, et en même temps le défaut, parce qu'on sent que la réalisatrice a envie de traiter beaucoup de ramifications
qui démarre de l'évolution de ce personnage. Et en effet, pour moi, il y a quand même des personnages, je vais dire, annexes qui sont problématiques et qui fonctionnent du point de vue de la gamine, enfin de la skieuse, de l'héroïne, et qui ne fonctionnent jamais du point de vue des personnages annexes eux-mêmes. Olivier parlait de la mère, mais c'est pas la seule. Elle est aussi des compagnons de classe qui sont, enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, des coéquipiers, qui ne fonctionnent pas en tant que tel. Oui, le Max en non, question. Mais au niveau scénaristique, justement, tout ce qui se passe avec Max, c'est absolument pas clair et hyper mal évacué, et hyper mal évacué du récit. Ça, c'est vraiment une grosse tache noire sur le film. Ça fonctionne pas du tout. Le jeu de la mère, ça fonctionne pas non plus du tout. Enfin, je veux dire, tout ce qui est la relation avec la mère, qui au final est quand même un truc clé dans l'évolution du personnage principal, c'est un truc qui est hyper lourdement amené et hyper pas très intéressant, quoi. Écoute, je trouve que ça fonctionne pas et que son personnage est effectivement problématique tout du long du film, et pourtant là il y a une scène quand même qui m'a pour le coup assez touché. C'est la dernière scène où elles se retrouvent toutes les deux et où je sais pas si je peux le dire ou pas, attention spoiler, où elles se retrouvent toutes les deux dans un lit avec la gamine qui pleure pour le coup effectivement comme une enfant, et où on sent en fait toute cette vie volée dont je parlais, toute cette adolescence qui a été détruite par les mains d'un mec qui lui a volé. Justement, ça on le sent pas, moi je trouve, dans le film. Moi je trouve que par le prisme, comme je disais, de ses yeux, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ressent, je trouve qu'on le sent. Non, moi je trouve qu'on sent juste qu'elle est paumée, mais qu'elle est détruite par un type qui a une emprise sur elle. Je suis désolé, mais ça, dans le film, c'est pas là, quoi. Enfin, moi je trouve personnellement. Ensuite, pour terminer, l'image est régulièrement dégueulasse, hein, mais j'ai trouvé... Ouais, je suis absolument d'accord, parce que pour le coup, je trouve qu'en extérieur, le premier plan, par exemple, sur les montagnes, etc., fonctionne assez bien. Et puis rapidement, quand on se retrouve dans des intérieurs, on a l'impression que c'est éclairé au néon de cantine, sans retouche sur la lumière, quoi. Après, dans les dialogues, il y a quand même encore des trucs très compliqués, je trouve, d'ailleurs aussi en première partie. Est-ce qu'ils sont sublimés comme chez Ozon? Non, mais pas comme Chic et Chiche. C'était un grand moment, le Ozon de notre histoire de transmission. Merci messieurs, on va s'arrêter ici sur le film de Charlène Favier, qui ne nous enthousiasme pas très franchement, comme vous l'aurez compris. Et on passe tout de suite au conseil. Donc Harry Callahan a quelque chose à nous dire. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Et nous voici dans le dernier temps de cette émission, le temps des conseils. Manuelas. Eh ben moi, je ne vais pas conseiller un film, j'ai conseillé un livre qui est trouvable facilement en poche au prix d'une place de cinéma. 52 €, c'est ça? Non, 8,50 €, qui s'appelle Nomadland, qui apparemment aurait inspiré un film à Oscar du même nom, où on y parle notamment de la colline à des yeux, de mythes westerniens, d'Amérique déclassée, de nouveaux pionniers, de manière beaucoup plus convaincante que chez la future réalisatrice de Marvel. Ok, le livre, il est en français et il est sorti chez quel éditeur, mon cher Manu? Il est dans la collection J'ai lu, en français, très facilement trouvable. Merci. Ça a l'air tellement blasé. Faisons les choses sérieusement. Hein. Alors, monsieur Julien Rambaud. Oui, je voulais... transition. Je voulais proposer quelque chose qui dénote un peu dans le programme, puisque je veux parler d'une comédie. Non, mais je veux même parler d'une série, d'une comédie qui est Fleabag, qui a été déjà beaucoup vue, et dont pour laquelle mais il y a Olivia Colman dedans. Oui, pour laquelle je n'attendais absolument rien, mais qui m'a accueilli avec son humour noir, cynique, et son flegme britannique. Et puis surtout, vous savez que j'ai une attention particulière pour les actrices et les acteurs, évidemment. Et c'est vraiment ici la les naissance. Actrices, on savait. Ouais.
c'est en tout cas la naissance ou l'explosion d'une actrice sous nos yeux, je trouve, avec cette Phoebe Waller-Bridge que je trouve extraordinaire de liberté, de fantaisie et à la fois de précision. C'est-à-dire qu'elle est totalement débridée et à la fois très très précise dans ce qu'elle fait, ce qui est pas toujours très très simple. C'est à la fois très drôle et à la fois toujours un peu grinçant. C'est déjà un humour un peu malaisant, comme on peut voir dans The Office par exemple, à la base de The Office. Et c'est une comédienne qui développe la série Killing Eve et qui prochainement sera à l'affiche de grandes productions, vu qu'elle sera dans le prochain James Bond et dans le prochain Indiana Jones de James Mangold. Donc elle n'a pas tapé dans l'œil que de Julien. Quelle drôle de phrase. Ok, très bien. Eh bien, tant que Lucien cherche encore son conseil... Non, moi je peux... Voilà. Ah, pardon. Merci. Donc, vous avez... je vais sans doute vous étonner aussi parce que je vais parler d'une comédie et une comédie qui est réalisée par une réalisatrice sur laquelle j'avais des a priori énormes. Elle sort un film ces jours-ci, c'est Julie Delpy. Elle sort un film qui s'appelle My Zoé, que je n'ai pas vu, mais il se trouve que bizarrement j'ai vu son film de 2011 qui s'appelle le Skylab et que j'ai plutôt apprécié, je vais vous dire. Et je vais vous dire pourquoi. Alors le début et la fin est absolument catastrophique. Le découpage est complètement aux fraises, mais par contre... Le milieu est à chier. Non, justement, je trouve que elle a... Et c'est ça qui est très drôle. Non, mais vous allez me laisser finir ou quoi ? C'est pas parce que je parle d'un film français réalisé par une femme que vous allez tout de suite me couper et vous foutre de ma gueule, non ? Moi j'ai de la sympathie pour Julie Delpy aussi. Ok, alors par contre elle a un talent certain, et je dirais même un certain talent pour introduire des personnages de manière extrêmement rapide et aussi d'insuffler un rythme. Je trouve dans son film c'est une comédie et qui ne manque pas de rythme justement, qui regorge de personnages, il doit bien en avoir une quinzaine et qui sont tous extrêmement bien caractérisés en très peu de choses. Ce qui peut la rapprocher quelque part de Clint Eastwood, n'est-ce pas ? On va terminer avec Lucien. Provocation. Moi, comme à part les films du programme, j'ai pas vu un film depuis, et même un de ceux-là que j'avais vu il y a 6 mois, j'ai pas vu un film depuis des semaines. Je vais vous parler d'un truc dont j'ai vu une partie qui s'appelle Cruella, qui est juste une merde. Enfin voilà, il y a pas d'autre mot. Et ce qui m'a permis de m'intéresser au précédent film de ce réalisateur qui n'est autre que Aitonia, mais qui est en fait une merde aussi. Pourquoi est-ce que tout le monde en a fait j'en avais entendu énormément de bien, donc je me disais enfin comment est-ce que le mec qui a fait ce film sur lequel tout le monde se gausse finit par une séquence de patinage assez dégueulasse. Ah ouais, non, mais il y a rien à sauver dans ce film, la narration est à chier. Alors je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Moi je trouve que le film est tout à fait potable. Oui, t'avais aimé Aitonia, Olivier? Oui, moi j'ai trouvé que c'était relativement, enfin c'est tout à fait regardable. J'ai trouvé ça plutôt amusant. Après, le film est pas du tout assez frais dans ma mémoire pour en parler convenablement, mais je me rappelle que je n'avais absolument pas souffert en regardant ce film. J'avais même pris un certain plaisir. Moi, c'est tout simple, j'ai pas été jusqu'au bout, comme pour Cruella. C'est peut-être que c'est pour ça, Lucien. Peut-être que tu vois, si tu regardes pas les films jusqu'au bout. Mais j'ai tenu bien 1h20 sur les 2 heures, et ça m'a fait penser juste à du Scorsese qui co-réaliserait avec Danny Boone. Ça ressemble plus à du David Russell qu'à du Scorsese à mon sens. Mais toi qui es un amoureux par contre de Colin Farrell, je te conseille quand même son autre précédent film qui est Fright Night. Mais que j'ai vu, ah putain c'est le même aussi, ouais, ok, c'est mon nouveau réalisateur préféré, c'est bon. Ok. Donc on va mettre le bonnet du cancre sur Lucien Alflans, mais n'empêche qu'on l'invitera encore la prochaine fois. Merci messieurs pour cette émission et on se retrouve, je l'espère, assez bientôt et en réel, j'espère aussi. Merci, à bientôt, au revoir. Likez-nous, Facebook, Twitter, Instagram, on fait des jeux, on fait plein de trucs, des concours, vous pouvez gagner des photos de Lucien nu. Et comme Anthony Hopkins, on est bientôt sur TikTok.
Voilà. Ouais, absolument. On va faire des lives avec des perroquets et pas que des photos. Sinon, donc, PodCloud, Mixcloud, Podcast Addict, Apple Podcast et d'autres applications. YouTube. Voilà. Donc, retrouvez-nous et faites-nous des retours si vous nous écoutez jusqu'au bout. Merci. Au revoir et à bientôt.